Bonjour et bienvenue chez Agora et ici Télévision, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que je reçois de la France une romancière du nom de Madame Latifa Chahi, qui est native de Romans-sur-Isère en France. Elle est consultante et militante féministe. Elle est la plus jeune élue de sa commune pendant 12 ans. Elle ancre son engagement dans les territoires, la transmission et les récits de l'émancipation. Elle est auteure du livre « Sois une femme à fille », d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale et conférencière en France, en Belgique et au Maroc. Elle incarne une voix singulière au croisement de la citoyenneté, du féminisme et de la littérature. Et vient de faire paraître tout récemment, en 2025, son roman « C'est pour demain », publié chez Hello Éditions. Madame Latifa Chahi, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup, cher Kamal. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, moi, ça me fait plaisir d'interviewer non seulement la romancière, mais l'engagée citoyenne politique en France, la plus jeune, comme je viens de le mentionner. On va juste rappeler que ce n'est pas votre premier, c'est pour demain là, que vous venez de faire paraître chez Hello Éditions. C'est juste votre deuxième roman. On va juste prendre quelques minutes pour donner une idée justement de votre premier roman, Soit une femme à fille, d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale. Voulez-vous nous dire une idée ou nous faire part des thématiques abordées justement dans ce roman? Alors, Soit une femme, ma fille, d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale, c'est la confidence à ma mère de mon histoire politique, de l'histoire de mon engagement, que j'ai souhaité partager avec elle pour des raisons que l'on découvre au fur et à mesure de mon livre, parce qu'il est important pour moi, en tant que femme engagée, une citoyenne militante, il était important pour moi de retranscrire mon expérience politique afin que les jeunes générations, mais pas seulement, les personnes intéressées justement par le bien commun, puissent le faire en ayant quelques repères en matière d'engagement, de citoyenneté, ce que ça représente, aussi bien de positif que de moins positif. Et je l'ai fait de manière assez singulière à travers justement une confidence à la droite de mon cœur, ma mère, qui souffre d'une maladie. Et j'ai souhaité aussi sensibiliser le public à ce type de pathologie. Et ce livre, Soit une femme à fille, a connu un grand succès auquel je ne m'attendais pas. Et c'est aussi ce qui m'a amenée à être avec vous aujourd'hui, parce que j'ai écrit C'est pour demain, qui pour le coup est un roman, une dystopie, et nous allons en parler ensemble. Et puis quel beau titre, Soit une femme, ma fille. Vous savez, c'est un conseil d'une maman. Doit être magnifique, qui a eu un beau vécu. Soit une femme, ma fille, mais pas autre chose qu'une femme, là. Et puis le titre est original. Puis le titre de votre deuxième roman, il est original aussi. C'est pour demain, là. C'est pas pour hier, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. Donc c'est une prospection, n'est-ce pas, pour le futur, hein? N'est-ce pas, c'est un signe d'espoir, mais aussi comment est-ce que vous avez vous-même, je veux dire, interprété ou interpellé ce titre? Pourquoi un tel titre? Et peut-on qualifier justement votre roman C'est pour demain de roman initiatique et politique, justement? Alors, vous le savez, le choix d'un titre est toujours quelque chose de très important pour un auteur. Et j'ai souhaité, à travers cette réplique qui est donnée par un personnage à mon héroïne, à un moment un peu charnière justement de son engagement, elle est dite, cette phrase, à un moment important, et je la trouve intéressante parce qu'elle permet à la fois de prendre conscience du mouvement, de la dynamique qui est celle de l'héroïne et puis de l'histoire dans sa globalité. Et elle permet aussi d'évoquer un avenir proche, quasiment palpable. Et c'est aussi cela que j'ai souhaité transmettre à mes lecteurs et à mes lectrices. C'est la possibilité de se dire que ce qui arrive dans cette fiction, c'est quelque chose que nous pouvons aussi imaginer aujourd'hui. Et je trouvais en cela que ce titre résumait bien ces deux aspects-là. Sur la partie roman initiatique, vous avez parfaitement raison, puisque nous suivons le parcours de l'héroïne Zahra Al-Ayoun. On la suit dans ses interrogations, on la suit dans ses doutes, on la suit dans ses espérances.
dans l'héritage qui est le sien, qui lui a été transmis par ses parents et par ses grands-parents. Et on la suit comme ça tout au travers de cette histoire. Elle prend le temps de se raconter. Et c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'est aussi un roman politique dans la mesure où, à travers le personnage et l'histoire singulière d'une héroïne, on se pose la question des éléments importants tels que le rapport à la société, le rapport à l'exclusion, le rapport au racisme, par exemple. Et ça amène le lecteur à se poser un certain nombre de questions. Donc, oui, c'est à la fois un roman initiatique et aussi un roman politique. Alors, c'est une. Bon, Zahra Layoun, une femme issue d'un quartier populaire, sociologue engagée, là. Est-ce qu'on peut dire que justement son parcours, c'est le miroir de celui de la France contemporaine qui adopte cette deuxième ou troisième ou quatrième génération de la, on va la nommer de la diaspora? Est-ce qu'elle reflète justement comme il faut le miroir de cette France contemporaine? Alors, à travers l'histoire de Zahra Layoun, j'ai souhaité justement mettre en évidence les défis qui parcourent cette France contemporaine. Parce qu'un parcours comme celui de Zahra Layoun, d'abord, il est inspiré de femmes et d'hommes que je connais au quotidien et que nous connaissons vous et moi. Et c'était important, à travers son histoire, de raconter l'histoire de milliers, de millions de femmes et d'hommes qui connaissent une trajectoire similaire à celle-ci, justement pour rendre plus accessible cette réalité-là dont on parle beaucoup moins. Je me rappelle une intervention en milieu scolaire avec des étudiants en classe de sociologie notamment, et nous avions abordé la question des trajectoires improbables. C'est un mot qui m'avait un petit peu heurté parce que ça sous-entend qu'une personne qui réussit, je vais mettre des guillemets sur le mot réussir, une personne qui réussit malgré les obstacles, ce serait une anomalie. Alors que la réalité de nos quartiers, justement, de nos villes, de nos pays, elle dit l'inverse. En réalité, elle dit que des femmes comme Zahra Layoun, des hommes, des femmes comme Zahra Layoun, ont des trajectoires remarquables, mais ils sont plus nombreux que ce qui est bien, ce qui est montré, ce qui est partagé. Et c'est aussi rectifier un peu cette invisibilisation des personnages qui ressemblent à Zahra Layoun et qui ressemblent à d'autres personnes que nous connaissons. Très bien, excellent. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille Madame Latifa Chey, qui nous parle de France, auteur de ce roman qui vient de paraître chez Hello Éditions. C'est pour demain. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle cette fois chez Agora de littérature à travers une romancière, mon invitée, Madame Latifa Chey, qui vient de faire paraître C'est pour demain chez Hello Éditions en France. On va continuer avec vous, Madame Latifa. Justement, au niveau, vous parliez tout à l'heure de racisme, juste pour faire un lien, mais vous savez, il y a des extraits captivants dans votre roman. Permettez-moi d'en citer un à la page 27. J'ai vu le racisme surgir dans ma vie sans se présenter, comme une vérité qu'on ne veut pas entendre. À cet instant, j'ai compris ce que signifiait l'injustice, l'intolérance, l'exclusion, le fait d'être perçue comme étrangère sur sa propre terre. C'était brutal et sans préparation. Mais c'était de cette déflagration sans doute qu'est aussi né mon désir d'engagement, une volonté têtue enracinée dans la douleur et la révolte. C'est une magnifique affirmation justement du fait que de tout engagement, la diversité peut être quelque part derrière, n'est-ce pas? Ou l'adversité, dans le sens de l'adversité, je veux dire. Le passage que vous avez cité, cher Kamel, il est très intéressant parce que d'ailleurs, l'héroïne, elle prend le temps de raconter cet événement qui la marque, qui la brutalise, parce que c'est la rencontre, comme vous l'avez dit, brutale avec le racisme primaire. Et elle prend le temps de raconter cet événement qui l'a traumatisée parce que c'est la rencontre avec l'exclusion, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle explique aux lecteurs et aux lectrices qu'elle est devenue arabe à ce moment-là. Et très souvent, c'est la rencontre directe avec l'exclusion ou l'injustice qui amène certaines personnes
à justement aller vers l'engagement pour éviter que ce schéma-là puisse se reproduire. Et c'est important de le souligner parce que ce sont des choses qui arrivent. On milite contre le racisme, on va militer contre l'exclusion. Mais si c'est une part importante des mouvements qui amènent à l'engagement, il y a aussi un engagement peut-être sous des formes un peu plus différentes que l'on voit à l'œuvre actuellement et qui sont des engagements en faveur d'une cause, pour la justice, pour l'égalité, pour l'écologie, pour la transmission et la mémoire, par exemple. Et c'est aussi un discours très positif qui est intéressant et que j'ai souhaité faire porter à mon héroïne. Oui, elle rencontre le racisme et de cette blessure est née une volonté de dire les choses, de ne pas se taire et de militer contre ce phénomène-là. Mais on voit tout au long de sa progression sur les 3 différentes parties qu'elle nous raconte, eh bien que son engagement se transforme et qu'il vient servir une cause beaucoup plus large, finalement celle de la nation dans laquelle elle évolue. Et c'est ça que j'ai souhaité également montrer. Et ces formes d'engagement-là, très positives, elles existent sur nos territoires. Elles existent par exemple la Romans-sur-Isère, la ville dans laquelle se passe l'histoire de Zahra Layoun, avec des collectifs citoyens qui existent, comme le collectif Je vote, donc je suis, qui a pour ambition de se réapproprier l'espace public, la parole politique, et contribuer aussi à ce que les choses, elles évoluent. Et c'est en ça que je trouve intéressant de mettre justement la lumière. Alors, elle est très intéressante, cette approche que vous venez de citer sur Zahra Layoun, quand elle a découvert le racisme. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue arabe, comme pour dire que notre identité se renforce avec la confrontation de ce qui nous dérange et de ce qui nous interpelle profondément. Mais il y a une magnifique fusion entre ce qui est intime et collectif, Madame Latifa, dans votre roman. Justement, comment est-ce que vous avez opéré cet équilibre? Parce que là, l'engagement de Zahra, il est un peu partout. Il est à l'école, il est avec des profs, elle est seule. Donc, ce qui est intime et collectif, comment est-ce que vous avez pu jouer entre les deux vecteurs que vous avez réussi à romancer ces deux vecteurs comme il faut là? Pour moi, les deux sont indissociables. C'était important comme porte d'entrée de commencer l'histoire à laquelle nous invite Zahra par ce côté très personnel du personnage qui se raconte à nous, mais par ce qui l'a fait vibrer sincèrement, honnêtement et au plus profond d'elle-même. Et cette dimension intime, cette proximité avec l'héroïne, dans ce qu'elle vit, dans ses souvenirs, dans ses épreuves, dans ses espoirs, c'est ce qui la rend attachante et c'est ce qui va nous sensibiliser aux causes qu'elle défend. Et c'est dans ce cheminement-là très intime que nous arrivons, nous les lecteurs, à aller avec elle justement sur des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus globaux, beaucoup plus hauts en réalité, qui la dépassent elle-même et qui vont rejoindre justement, comme elle le dit elle-même, le projet d'une nation. Ce projet d'une nation complètement. Je vais retourner sur cette question des thèmes centraux dans votre roman, tels que l'identité, la lutte, l'espérance, etc. Mais il y a surtout celui de la famille. Puis je suis interpellé par cette citation du père qui dit « Mais la France, c'est aussi chez nous, là ». Alors, cette génération, c'est vraiment bizarre qu'il puisse dire une telle chose, alors que, bon, peut-être si on parle de la toute dernière génération, elle peut dire que c'est chez elle parce qu'elle est née quelque part là-bas. Mais comment faudrait-il comprendre et assimiler cette notion de la double appartenance des parents vis-à-vis de la France? Et ce regard, est-ce que vous pensez qu'il ressemble à celui de la nouvelle génération? Moi je pense d'abord et avant tout que l'appartenance, la double appartenance à la double culture, c'est une richesse. C'est quelque chose que je tiens à redire. Bien qu'elle soit souvent perçue comme une tension, elle l'était peut-être davantage à un moment. Les choses évoluent, les nouvelles générations se l'approprient différemment. Mais il y avait véritablement une tension entre son pays d'origine, son pays de naissance, son pays de choix de vie, celui des choix qu'ont fait les générations avant la mienne, par exemple. Mes parents qui ont choisi de venir s'installer au Maroc, au Canada, en Belgique ou ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire porter ce discours par le père de l'héroïne qui affirme que la France, c'est aussi son pays,
parce qu'il ne doit pas y avoir de dualité dans la loyauté ou dans l'amour que l'on porte pour le pays que l'on a choisi et pour ses racines. Et moi, ça me rappelle quelque chose que je partage avec vous, un souvenir d'enfance quand nous rentrions chaque été au Maroc et que nous allions à la rencontre de nos familles. On avait toujours cette question qui revenait par un membre de la famille, un cousin ou un oncle ou une tante. Est-ce que tu préfères la France ou est-ce que tu préfères le Maroc? Et je trouve que c'est une question finalement qui est plus que maladroite. Il y a quelque chose d'absurde dans cette question. C'est comme demander à un enfant, est-ce que tu préfères ton père ou est-ce que tu préfères ta mère? Il me semble que l'enfant a besoin des deux et que l'un et l'autre apportent quelque chose de différent et de complémentaire qui va permettre l'épanouissement de l'enfant. Et c'est ça qui est intéressant et c'est cette double loyauté que j'ai envie de célébrer justement. Mais la difficulté que l'on va rencontrer, c'est pas tant de célébrer cette double culture. La difficulté, c'est quand la société dans laquelle on vit, elle nous refuse justement l'enracinement multiple. Et c'est ce que j'ai souhaité aussi mettre en évidence dans les différentes anecdotes qui arrivent à l'héroïne et à l'ensemble de sa famille. Très bien, parfait. Alors encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. On parle littérature, on parle roman. C'est pour demain. C'est un roman qui vient de paraître, de son auteur, Madame Latifa Chey, qui est mon invitée aujourd'hui. Paru chez Hello Édition. Continue la conversation avec vous, Madame Latifa Chey. Alors, vous savez, c'est un roman fascinant, là. J'ai eu plaisir de lire, là, comme il faut. Mais je vais vous demander, si vous le voulez bien, de mettre au parfum les téléspectatrices et téléspectateurs du Québec et du Canada qui nous regardent. Pas un extrait de votre choix, c'est à vous. Joanne, la poétesse de notre groupe, s'avança un parapluie à la main. Sous l'averse battante, sa voix claire et poignante fendit l'air. Dans la tempête, une voix s'élève, ni crainte ni chaîne, rien ne l'achève. Zara, entends-tu ce chant fervent? C'est le peuple qui t'appelle à l'avant. Tu es l'écho d'un temps nouveau, celui qui brise et guérit les maux. La France vacille mais garde espoir, car tu es là et il est tard. Tard pour douter, tard pour attendre, tard pour céder, tard pour s'étendre. Lève-toi Zara, sois l'étincelle, nous sommes avec toi, fidèles et rebelles. Magnifique. Alors, écoutez, la politique, elle est présente dans ce roman-là, à travers des personnalités françaises que vous avez eu la bienveillance et l'obligeance de citer, telles que Jospin, Chirac, Le Pen, etc. Et à travers le prof d'histoire, M. Noamba, vous avez même dressé une liste historique des personnalités publiques en France. Alors, cette politique est présente à travers Zara, qui est enracinée dans son engagement politique. Est-ce que, dans le fond, elle est inspirée par une personne réelle ou est-ce que c'est juste une figure symbolique qui est projetée justement par sa passion pour la politique, mais surtout par son sens de la citoyenneté? Alors, c'est vrai que le personnage de Zara Laoune n'existe pas. C'est vraiment la construction d'un personnage, mais qui s'inspire, comme vous le savez, quand on est écrivain, on essaye vraiment de s'inspirer de personnes réelles, de différentes personnes, pour vraiment donner de la densité au personnage, le rendre le plus juste, le plus authentique et le plus sincère. Donc Zara, c'est vraiment une combinaison d'un certain nombre de personnes que je connais, que je côtoie et que je respecte. Et c'était important de lui donner cette densité politique et citoyenne également par rapport justement au projet qui est le sien et au parcours dans lequel elle nous emmène. Et la référence aux personnages politiques, notamment sur la dernière partie, elle était importante justement pour mettre en musique ces personnages qui existent, mais leur donner une autre possibilité, une autre vision que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui et qui est très souvent très pessimiste, très négative,
Et Zara, c'est une proposition de quelque chose d'autre. Zara, c'est une promesse, c'est une invitation à trouver des solutions différentes alors que nous vivons bien dans cette France contemporaine traversée par des défis et des fractures également. D'accord. À quel moment de votre écriture vous êtes senti vraiment proche du personnage de Zara? Je fais référence à ce chapitre-là, page 222, devenir candidate. Alors là, on dirait que c'est l'aboutissement quelque part, là, n'est-ce pas? Oui, là, on s'approche vraiment de la fin du Voilà. récit sur la troisième partie. La troisième partie s'accélère, hein. Le temps est beaucoup plus rapide. Il se Mhm. passe énormément d'événements et se pose justement la question à notre personnage principal de savoir si elle souhaite ou non devenir candidate. Je ne dis pas à quelle élection les lecteurs le découvriront. Mais vous savez, c'est Victor Hugo qui disait, il vient un moment où il faut choisir d'être un homme ou par extension une femme. Et c'est ce moment-là qui se présente à Zara Layoun, à ce moment-là précis. Et c'est effectivement un moment dans lequel je me suis retrouvée quand moi-même, je me suis posé la question de mon propre engagement politique et de savoir si je souhaitais ou non devenir candidate aux élections législatives. Et j'ai beaucoup trouvé d'inspiration dans ce que j'avais vécu moi-même, mais en allant au-delà avec une candidate comme Zara Layoun, justement. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'espoir que ce livre suscite un engagement citoyen ou un questionnement sur les fractures sociales en France? Si ça pouvait faire les deux, ce serait absolument Ce merveilleux. serait une C'est chose. ce que je souhaite. Très bien. Alors, Et on alors il serait reste... très, très heureuse. Oui, Oui. alors il reste juste une minute, juste avoir une idée sur vos projets d'avenir. Est-ce que le livre est déjà dans les bibliothèques? Voulez-vous nous donner une idée? Il est actuellement disponible sur mon site. Il le sera à partir du 11 juillet dans toutes les librairies. Il est disponible aussi à l'international. Il commence déjà un petit peu à arriver au Maroc. C'était important pour moi puisque c'est vraiment une histoire qui parle à la fois du Maroc et de la France. Et concernant les projets, il y a des projets d'écriture autour d'autres personnages historiques, notamment une femme. Il mérite que l'on mette un petit peu la lumière sur sa vie pour la réhabiliter, mais je ne dirai pas plus concernant son identité. Je vous en parlerai plus tard, certainement. Très bien. Alors, Madame Latifa Chey, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Auteur de 2 livres, je cite le premier, soit Une femme, ma fille, d'une tour HLM au 2e tour d'une élection normale, et vient de faire paraître chez Hello Édition. C'est pour demain. Je vous souhaite une belle continuation, madame. Merci beaucoup. Merci de votre continué d'intérêt. Mesdames et messieurs, chez Agora Édition, toujours Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Portez-vous bien et je vous souhaite une excellente période estivale et à très bientôt.